En attendant que Romain trouve les dias, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je me suis posé la question pourquoi être invité à une si prestigieuse assemblée. Puis en voyant Star Trek, je me suis dit qu'il vous fallait un extraterrestre et il vous fallait un Belge. Donc c'est pour ça que je suis là probablement en fin de journée. D'autre part, un petit sondage avant de commencer ma présentation. Qui est musicien ici? Est-ce que quelqu'un peut lever la main s'il est musicien? Restez là parce que j'aurai besoin de vous à la fin de l'exposé. D'accord? Merci en tout cas. Donc la question qu'on m'a posée, c'est manager son service d'urgence avec des chiffres, est-ce suffisant? Alors des chiffres, il en faut, et je vais essayer pendant toute la présentation de vous donner finalement les enseignements que j'ai eus à travers les différentes expériences professionnelles que j'ai eues. J'ai dirigé pendant longtemps un service d'urgence universitaire, puis j'étais à la tête comme directeur médical adjoint d'un CHU, et aujourd'hui je suis dans un nouveau projet depuis 3 ans de gérer un pôle de médecine aiguë et des services d'urgence. Et dans ce cadre-là, évidemment, il faut des chiffres. Par exemple, pour le service d'urgence que je dirige, tous les matins, avec la complicité du BI, donc de la Business Intelligence de mon hôpital, à 6h45, dans ma boîte mail, j'ai une série de chiffres qui arrivent et je sais combien de patients sont arrivés la nuit, sur quel site, combien ont été hospitalisés, quelle est la tranche d'âge et les destinations. Ça me permet évidemment d'avoir au quotidien la mesure du pouls de l'activité avant même de rencontrer les équipes et de faire le débriefing du matin. On en reparlera tout à l'heure. Il faut aussi des tableaux de bord mensuels. Est-ce que le mois de janvier 2018 a été équivalent au mois de janvier 2017? Il vous faut évidemment des sets d'indicateurs, on vient d'en parler, qu'on va définir. Est-ce qu'ils sont quantitatifs ou qualitatifs? On le fera ensemble, on discutera après. Et puis des suivis mensuels des ressources humaines. Et évidemment, pour un urgentiste, très important, avoir une pyramide des âges qui est actualisée, tant dans son personnel soignant que dans son personnel médical. Et puis une comptabilité analytique, puisque dans le système qui est le nôtre, le chef de service ou le responsable d'une unité, d'un pôle, est responsable au niveau de la direction, y compris des finances, tant des charges que des recettes, et finalement du résultat courant du service. Et évidemment, moi, ce que j'aime bien suivre aussi, c'est les plaintes. Alors, évidemment, est-ce la bonne question? En recevant la question, comme tout le monde, je m'y suis confronté et je me suis plié. Mais finalement, pour réussir un projet, parce que la question c'est manager son service avec des chiffres suffisants, pour manager un service et pour réussir un projet, il ne faut que 10 à 30% de management et le reste, c'est du leadership. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand on devient chef de service ou responsable d'unité ou chef de pôle, on voudrait pouvoir avoir des personnes, on manage des hommes et des femmes qui, elles, vont faire aboutir un projet de service. On ne manage pas un service, on n'est pas là pour manager par des solutions qu'on impose parce qu'on est plus malin qu'un autre, on est là pour faire aboutir des hommes et des femmes à réussir un projet de service ensemble et à faire finalement de la qualité médicale, des services de soins aux patients qui sont efficaces. Et si on veut, dans sa tête, peut-être avoir tous les collaborateurs qui obéissent au pas, on a souvent des collaborateurs qui se cabrent ou on a parfois des collaborateurs qui, très enthousiastes, partent au galop et il faut parfois un petit peu les ralentir. Alors comment faire pour finalement arriver à manager son service dans ces conditions-là? Eh bien, au-delà des chiffres, j'ai essayé de me dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et qu'est-ce que moi, en tout cas, j'ai essayé de mettre en place. Alors, je vais dans ma présentation, de manière assez courte, vous développer ces différents points. Je les ai cités ici, mais on va y revenir. Le premier point, c'est de rester en permanence en phase avec la vie d'équipe. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. Gilles Potel l'a dit, on l'a dit plusieurs fois. Et il faut une surveillance de son service online rapproché quand on est responsable, avec une présence et l'organisation de débriefing quotidien qui permettent justement d'utiliser et de montrer qu'un indicateur peut être un ami. Tiens, aujourd'hui, on a eu autant de patients, il y a eu telle et telle chose. Et apprend petit à petit aux équipes que les chiffres, comme la biologie, c'est une espèce de température du processus. Superviser évidemment les différents secteurs, avoir des discussions informelles, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas parlé aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on dirige des hommes et des femmes qui, eux, sont dans le bench. Ils sont tous les jours en difficulté avec le service en tant que tel. Et un des premiers points, c'est qu'il faut ne pas laisser aller le service à un désordre et à une désorganisation. Et donc, il faut utiliser les outils du management actuel, le lean management, le 5S. Et par exemple, dans les services, on a mis en place depuis maintenant 1 an une démarche de lean, de jeter tout ce qui est inutile, d'améliorer les processus, de mettre en place l'électrocardiogramme au bon endroit pour ne pas faire 3 fois un trajet pour essayer le CG et le remettre, etc. Et on suit ça avec des tableaux qui sont aussi quelque part des indicateurs, des tableaux qui sont dans le staff room. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi
moderniser la boîte à idées et ne pas avoir peur de se confronter à tout ce qui ne va pas dans le service. Si on gère un service, c'est avant tout pour affronter les difficultés et construire ensemble quelque chose de meilleur. Et donc on met en place une gestion des irritants. Et ici, par exemple, j'ai fait une copie écran des irritants du mois de novembre. Nous avons un fichier qui est disponible par tout le personnel et on peut mettre tous les irritants qui existent. La pharmacie, ça a un lien avec la pharmacie, avec les horaires, etc., etc. Quand on a lancé la démarche des irritants, première semaine, 200 irritants. 2 semaines suivantes, on est à 450. C'est un irritant important, un irritant bloquant, ça comportait telle chose, qui va s'en occuper. Et petit à petit, quelque part, on fait des petites victoires en réglant parfois des choses qui ont l'air insignifiantes. Mais pour quelqu'un qui travaille beaucoup, ne plus avoir de gobelet à la machine à café quand il a enfin le temps de prendre un café, c'est un irritant. Et quelque part, ça peut aussi améliorer la gestion du service. Et puis, vers où va-t-on ? Parce qu'un service d'urgence, il n'y a rien de tel. C'est passionnant, parce que tous les jours, on ne sait pas ce qui nous arrive, mais en même temps, on doit avoir un cap. Et le cap, quelque part, ce n'est pas chaque jour se voir et dire bonjour, ça a été à nous, c'était dur cette fois-ci, tu sais, c'était vraiment compliqué, etc. Ça va aller mieux demain, et le moniteur qui ne fonctionne pas. Non, c'est pas ça. C'est se dire finalement qu'est-ce qu'on veut construire ensemble au service du patient, au service de l'hôpital, et quel est notre rôle en tant que tel. Donc, je vais vous montrer comment nous on a fait. Comme j'étais nouveau dans le système, je me suis permis de faire une analyse interne et externe. Je vous passe les détails des outils de l'ensemble de l'environnement. J'ai rencontré toutes les personnes qui étaient présentes dans le service. J'ai vu les chefs de service autour de l'hôpital. J'ai été voir le chef de service de l'hôpital, frère, qui était en face, pour lui dire qu'est-ce que tu penses du service en face, etc. etc. Et j'en ai fait une boussole. J'aurais pu faire une SWOT, mais ça aurait été plus managérial. J'ai fait une boussole en disant voilà les directions dans lesquelles moi je pense, en tant que naïf, en tant qu'étonné, qu'il faudrait faire aller le service. Et l'objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on va construire un projet ensemble, et le projet final, il est là-bas à droite, c'est Objectif Urgence en tant que tel. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a un comité de gestion, j'y reviendrai, et ce comité de gestion comporte tous les métiers du service des urgences. Aussi bien les infirmiers-chefs, les responsables médicaux qui ont été élus par leur père, le responsable du service social, la responsable, la gestionnaire de performance donc financière, l'administration, enfin tout est là. Et on a, avec cette boussole, dit voilà, moi c'est mes idées, et donnez un petit peu les actions ou les idées qui vous viendraient dans ce cadre-là. Et on a fait une opération post-it. En 2 heures, on a eu 120 post-it. Ces 120 post-it-là, on les a après réencodés, post-it par post-it, on les a classifiés, et on s'est dit, maintenant qu'on a les post-it et qu'on les a classifiés, on a eu des grands thèmes, qu'est-ce qui est pour nous urgent et important ? Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui est urgent mais qui est non important ? Qu'est-ce qui est important mais qui est non urgent ? Et qu'est-ce qui est non urgent et non important ? Et ceux-là, on les a mis au frigo. D'accord ? Et puis, ensuite, quand on a défini ça, on s'est dit, mais si ça, c'est important, quelles sont les actions qu'on va mettre en place ? Pas on devrait, non. Des actions avec vraiment un objectif. Et on a utilisé là la logique de faire des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, etc., etc. Et puis après, quand on a eu toutes ces actions, on a dit finalement, c'est facile de mettre des actions sur un papier, mais qu'est-ce qui est difficile ? Et qu'est-ce qui est facile ? Et qu'est-ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas ? Et on a vu se dégager petit à petit, comme ça, alors qu'on avait une myriade d'informations, notre projet pour 2017, et puis maintenant notre projet pour 2018, et puis notre projet pour 2019, etc., puisqu'on a pu avoir comme ça, ensemble, la décision de ce qu'on allait faire. Alors évidemment, on avait travaillé en petit groupe, on était une vingtaine, et le service que je dirige accueille 90 000 patients par an. C'était compliqué d'avoir tout le monde. Et puis la dame qui nettoie le service et qui participe à la propreté du service n'avait pas eu l'occasion d'être autour de la table. Donc on a imprimé un pré-projet, donc c'était au mois de juin, de l'année 2017. J'ai pris 1 ou 2 journées ou 3 journées pour faire un document qui était un document sexy en termes de communication, qui faisait une 30aine de pages, et on l'a envoyé par courrier à tous les travailleurs du service, tous. Toutes les infirmières qui travaillent au service, tous les médecins, tous les administratifs, les dames qui nettoient, les ambulanciers qui travaillent avec nous, les chauffeurs, etc. Et on leur a dit voilà, ça c'est ce que nous avons pensé, vers où on devrait aller. Mais on a peut-être totalement fumé la moquette. Donc, s'il vous plaît, c'était au moins fin juin, prenez les vacances, juillet, août, et mi-septembre, renvoyez-nous, j'avais donné une adresse mail, toutes les informations, toutes les suggestions, toutes les critiques, etc. Ce qu'on a reçu, on a reçu des centaines, des dizaines de retours, donc on était au bleu foncé, et on a tout réanalysé, et finalement, on a produit un document final, papier de nouveau, qui a été réenvoyé
personnellement à chacune des personnes à domicile. Et maintenant, c'est le projet où tout le monde sait dans le service, y compris le collègue administratif, vers où vont les médecins, vers où vont le département infirmier, etc., etc. Et donc, on a construit ce projet-là avec des groupes d'action, des groupes projets qui ont des référents, et je vais y revenir. Alors, pour gérer un service, il faut aussi qu'on se connaisse bien. Dans la petite équipe des gestionnaires, ceux qui sont les médecins responsables, moi je suis directeur des urgences et chef de pôle, en dessous j'ai un chef de service, j'ai des coordinateurs de site, j'ai des chefs infirmiers, etc. Il faut se connaître. Et on a fait l'exercice d'apprendre à savoir comment on réagissait ensemble pour apprendre à se parler. Donc on a utilisé des outils simples, hein, l'HBDI, le MBTI, pour savoir quels étaient nos comportements préférentiels, pour savoir si moi j'étais plutôt un type holistique, et quand je parle à quelqu'un qui est plutôt dans les chiffres, comment faire pour se parler ensemble et se reconnaître. Ça a permis quelque part de parler le même langage sur des sujets parfois difficiles. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a créé des organes de gestion participative, un comité de gestion dont je vous ai déjà parlé, qui se réunit une fois tous les 3 semaines et qui prend toutes les décisions du service. Un comité de coordination des urgences avec les médecins responsables, on se voit toutes les semaines, et c'est chaque fois ordre du jour et PV, évidemment, ces réunions. Il y a des rencontres médico-infirmières formelles et informelles. Il y a des groupes de travail, et alors j'ai inventé avec mon équipe les marathons. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on est mauvais en facturation. On est mauvais en facturation, ça ne va pas. Et bien, on a demandé qui est prêt à venir faire un marathon de la facturation. On va revoir les 3 derniers mois qui viennent de passer, on va repasser à travers tous les dossiers et on va voir ce qu'on a manqué. Et donc, on a eu des infirmiers, des médecins, des administratifs, et on a travaillé toute une journée. Et à la fin de la journée, on a récupéré des milliers d'euros et on avait tous compris qu'on faisait certaines erreurs. Et puis, bon, il y a les rencontres informelles. Évidemment, quand on fait de la gestion comme celle-là, il faut une gestion RH en phase. On a dû changer le statut des médecins aussi, parce qu'il faut mobiliser un médecin, et un médecin mercenaire, on en a parlé tout à l'heure, qui vient juste faire ses heures, n'a pas envie de s'investir dans un projet de service. Il n'a pas envie. Donc on a changé le statut, et dans ce statut actuel, qui a été mis en place depuis le mois de janvier, le médecin, dans son temps de travail, il a une demi-journée par semaine qu'il doit offrir au service dans un projet de service. Et on a fait le calcul que finalement, au bout du compte, même si ça nous coûtait un petit peu plus cher au début, ça allait nous rapporter gros en tant que tel. Et les médecins ont accepté pour cela d'être évalués annuellement. Donc une auto-évaluation qu'ils confrontent aux médecins responsables du service, et on leur donne une gestion par objectif pour l'année. Et 2 évaluations positives permettent d'avoir, je vais dire, une progression au niveau de leur carrière en tant que telle. Et puis dans les engagements, il faut engager des gens motivés. Moi j'ai 2 trucs. Le premier truc, c'est pour ça que j'ai mis truc et ficelle, c'est que quand j'engage un jeune, ce n'est pas aux vieux que je demande si le collaborateur est bien, parce que je sais que les vieux, je me fais partie des vieux, les vieux, on va encore vivre quelques années avec, et puis le jeune collaborateur, il va rester 30 ans dans le service. Donc je demande aux plus jeunes leur avis, et c'est leur avis qui est discriminant. Première chose. La deuxième chose, à chaque jeune engagé, je lui demande, parce qu'il faut aussi de l'ambition, je dis, de toi à moi, tu me donnes un papier et tu écris ton rêve. Où veux-tu aller demain? Si demain, c'est de prendre ma place, tu l'écris. Ça me permet, quand j'engage les gens, de savoir vers où je vais et d'essayer en tout cas d'éviter d'avoir des gens qui nous voient comme ça et qui permettent que tout le monde soit clair en tant que tel. Mais ça, je le garde moi en tant que responsable et évidemment, je ne le partage pas, mais comme ça, j'ai une première idée. Alors, quand vous avez des projets compliqués, un projet compliqué, c'est par exemple refaire travailler des équipes qui ont eu difficile de travailler ensemble ou gérer quelque chose de tout à fait en rupture. Il faut oser organiser ou mettre en place ce que j'appelle moi l'organisation en étage de fusée. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, en tant que directeur des urgences ou chef de pôle, qui suis le plus à même de savoir ce qu'il faut faire dans le service. C'est le terrain. Et donc la première chose à faire, c'est qu'on demande pour un projet de constituer une équipe multimétier de gens de terrain. C'est ce qu'on a appelé le comité opérationnel. C'est celui-là qui va gérer le projet qu'on va initier. Au-dessus de ça, on met les cadres intermédiaires, ou le chef de service avec les coordinateurs, les chefs de service infirmiers. Et ça, c'est un comité qu'on a appelé organisationnel qui, une fois par mois, monitore la délégation au comité de terrain, qui lui est dirigé par un infirmier ou un médecin du service qui n'a aucun rôle hiérarchique par ailleurs, mais qui est mandaté pour 1 an ou pour 2 pour gérer le service. Et au-dessus, il y a le comité stratégique, parce qu'autrement, on est toujours confronté au fait oui, ça c'est super, mais il n'y a pas les moyens. Il faut un dernier étage à la fusée, qui est le comité stratégique, qui est l'émanation de la direction. Et donc, c'est là où moi je siège avec ma collègue de la direction infirmière. Moi, je suis adjoint à la direction médicale. Ça permet de dire oui, on y va, on prend cette option-là et on donne les moyens. Voilà un peu comment on peut faire quand on a des projets qui sont un peu compliqués. Et je dois vous avouer que ça donne beaucoup de résultats.
Alors, il faut des chiffres, hein. L'orateur précédent l'a dit, et d'ailleurs je suis très content, on a la même conclusion, donc ça va aller. Dans ce cadre-là, moi je suis médecin, je suis pas, même si j'ai des formations management, je ne suis pas financier, donc j'ai la chance dans mon équipe d'avoir une gestionnaire de performance. Et la gestionnaire de performance, pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place dans l'ensemble de nos services et de nos départements? C'est parce que l'hôpital doit être géré finalement avec la rigueur d'une entreprise. Nous ne devons pas être une entreprise, mais on doit être géré comme avec la même rigueur. Et je l'ai mis dans la diapositive, on a les problèmes de budget national, on a la mesure des critères de performance, on a aussi les contraintes de normes et de financement, l'équilibre des recettes et des dépenses, on a toute une série de choses qui nous poussent à être plus performants, parce que si on est plus performant, on aura plus de ressources, et qui dit qu'on a plus de ressources et moins de gaspillage, plus on pourra aller trouver la direction et dire j'ai besoin de tel ou tel matériel innovant. Et donc cette gestion de performance, elle travaille en direct avec moi, et nous travaillons quotidiennement ensemble pour gérer le service. C'est un partenariat indispensable pour gérer correctement le service. Le deuxième point, je termine presque, la communication. Nous sommes mauvais en communication. La communication d'un service d'urgence qui tourne 24 heures sur 24, c'est compliqué parce que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, il est déjà parti. Ceux qui arrivent, ils ont envie de prendre les cas. Les infirmières ont déjà fait leur rapport, elles sont fatiguées. Vous leur dites, tiens, à propos. Donc c'est très compliqué. Et donc on est mauvais. Donc la communication interne, elle est difficile dans un service qui tourne 24 heures sur 24. Et en plus, la communication vers les parties prenantes est capitale. Parties prenantes, c'est aussi bien les collègues de l'amont que les collègues de l'aval. Il faut avoir une communication. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un groupe plan de communication, qui est dirigé par une des infirmières du service, qui est de nouveau un groupe multimétier. Et on a construit ensemble un plan de communication. Alors c'est très petit, mais en réalité, chaque ligne, c'est un sous-projet du service. Les lignes jaunes, c'est des personnes que l'on doit informer au niveau de la direction, au niveau de l'hôpital, etc. Et on s'est dit, tiens, ça, quand on fait ceci, qui doit-on informer? On a mis une croix, etc., etc. À quelle fréquence? Et ça permet après à l'équipe de communication d'être innovant. WhatsApp, communication vidéo, ça, c'est pas mon problème. Et par exemple, il y a une petite feuille d'information qui a été créée de communication dans le service. Ça, c'était l'initiation du groupe communication et qui peut être assez fun pour donner certaines infos. Mais ça peut être aussi une vidéo de 2 minutes. Tiens, qu'as-tu fait cette semaine d'important pour le service? Ben, j'ai fait ta, tout le monde la reçoit, on la regarde et puis c'est terminé. Alors évidemment, quand vous dirigez un service, et j'ai presque terminé, quand vous dirigez un service, il faut aussi arriver à être transparent. Et donc, il faut rendre des comptes. En tant que responsable de service, vous ne pouvez pas le diriger du haut de votre tour. Donc, il faut que la gouvernance évalue ce qu'elle fait. Et donc, ici, par exemple, c'est le mois passé, une assemblée générale de tous les métiers du service. Et à droite, les différentes composantes du projet de service qu'on a construit ensemble et les états d'avancement en disant ça c'est fait, là on n'a encore rien fait, etc. Et on s'explique, et on explique pourquoi, on explique les difficultés, et quelque part après on a l'interaction avec la salle, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Alors je reviens à la méthode agile de ce matin, c'est un peu une méthode agile Scrum aussi, puisque quelque part, peut-être que là on va dire, mais vous savez, à l'époque on avait construit ça, on pensait que, mais il faut être adapté, bah, écoute, on va se revoir, et cette ligne on va la revoir en tant que telle, ça permet d'avoir un management un peu plus de proximité. Alors évidemment, là, je vais vous parler de service d'urgence, mais en tant que chef de pôle, je gère l'anesthésie, je gère les soins intensifs, l'ergologie. On fait exactement le même type de gestion, c'est-à-dire qu'on a des réunions de comité de gouvernance de pôle avec les chefs de service de chaque service, et on met en place ces mêmes dynamiques dans le pôle de médecine aiguë, avec l'idée, on parlait tout à l'heure de chercher du gras dans le service, l'idée c'est plutôt de créer une symphonie de, comme disait François, une symphonie de compétences, puisque finalement on fait le même métier dans des endroits différents. Et donc essayer d'avoir un pôle aigu qui est cohérent, ça semble assez intéressant. Alors, je conclus. Manager son service avec des chiffres, est-ce suffisant? Ben non, évidemment, vous l'avez compris. Il faut être un leader, il faut prendre ses responsabilités. Quand ça ne va pas, c'est votre responsabilité, c'est pas celle de l'équipe. Hein. Donc, la victoire, elle sera collective, mais la défaite, c'est vous qui devez l'assumer. Donc, ça, c'est quand même important. Et quand le directeur est fâché, c'est sur vous et pas sur votre service, parce qu'autrement, vous n'aurez plus votre service derrière vous. Hein. Donc, il faut quand même être prudent là-dessus. Mais il faut évidemment mettre tout en place pour faire une délégation et essayer de manager par les résultats. Les résultats, c'est ce qui se voit sur le terrain. Trop souvent, on voit du management par les solutions. Le responsable dit, ben voilà, j'ai la solution et tu fais ça. Bon, non, il faut essayer de faire émerger les résultats du terrain. Il faut co-créer le service, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, il faut co-créer le projet avec les parties prenantes, et surtout, il faut être humble et se dire qu'on apprend tous les jours lorsqu'on est à la gouvernance. Et alors, c'est pour cela que j'avais besoin des musiciens tout à l'heure, parce que j'ai été formé en médecine par le professeur Reinhardt, c'est lui qui m'a formé à la médecine aiguë, mais il m'a aussi formé à la gestion bien avant qu'on en parle dans les services d'urgence. Et il me disait, Frédéric, il faut faire chanter les chiffres. Et j'ai toujours gardé cette phrase en tête, parce qu'il faut faire chanter les chiffres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Or, à l'hôpital, faire chanter les chiffres, c'est un défi de chaque jour. Parce que la direction, elle privilégie souvent les chiffres
aux dépens du vécu et du vrai pourquoi des chiffres, parfois. Et heureusement, on a quelqu'un qui a dit, mais non, les chiffres, il faut les mettre en tant que tels dans une perspective. Et puis, le réflexe premier du terrain, c'est de dire, ben voilà, ils ont pris les chiffres pour justifier leurs décisions qui vont dans le sens d'une diminution de la qualité ou de la diminution des ressources. Et le mantra habituel que j'entends souvent, c'est les euros ne sont pas compatibles avec les patients. Hein. On ne sait pas gérer des euros et des patients. Mais en même temps, si, quand on est responsable d'un service, d'un département, comme à la maison, on doit pouvoir, à la fin du mois, avoir un budget qui est bouclé et quelque part, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Donc, quelque part, malgré tout, c'est quand même... Et alors, il y a un ratio difficile entre l'objectivité et la subjectivité. Et là, la communication joue beaucoup. Parce que quand parfois on dit à une équipe qui est vraiment fatiguée parce qu'elle a géré 4 polytraumas suivants, qu'elle a eu 2 patients très compliqués, et vous savez, les chiffres de ce mois-ci sont moins importants que le même mois, l'année avant et l'année avant. C'est compliqué parce que la perception est subjective. Donc là, c'est un point important. Quand les événements font que le subjectif prend le pas et que les chiffres viennent contredire, à l'inverse, hein, c'est calme pour le moment. Écoute, on a vu 250 patients hier. Ah bon, je n'avais pas vu. Bon. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça c'était l'exposé du collègue, quand il s'agit de rendre les indicateurs suffisamment fiables pour être pertinents et pour être attractifs en tant que tels. Alors, ma dernière conclusion, c'est que les chiffres en tant que tels n'ont que peu de valeur. Moi, je m'en sers pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un outil complémentaire pour un management participatif. Et je crois que je vais faire plaisir à l'orateur précédent. Les chiffres, même pas peur. Voilà. Merci à vous.